Bonjour, j'espère que vous êtes en bonne forme. Notre leçon d'aujourd'hui est une leçon de langue intitulée Les figures de style destinées aux élèves de la première année du baccalauréat. Maintenant, on passe à la première partie de notre leçon. La première partie sera consacrée aux figures de rapprochement. Qu'est-ce qu'une figure de rapprochement? Donc, une figure de rapprochement, c'est un procédé rhétorique qui consiste à rapprocher deux éléments ou deux réalités. Observez la première phrase, identifiez la figure de style présente dans cette phrase. Antigone se débattait comme une diablesse. Donc, nous avons ici affaire à une figure de style qu'on appelle la comparaison, qui consiste à rapprocher deux éléments, à savoir le comparé et le comparant. Quels sont les éléments de cette comparaison? Donc, nous avons le comparé. Nous avons le ti de comparaison, ou ce qu'on appelle le comparatif comme, et nous avons le comparant, une diablesse, donc qui est le comparant. Donc il s'agit d'une comparaison qui rapproche deux éléments, le comparé, le comparant, à savoir Antigone et la diablesse. Donc on compare Antigone à une diablesse. On passe maintenant à la deuxième phrase, Antigone est une diablesse. Donc nous avons ici affaire à une autre figure de style qui rapproche toujours deux éléments, le comparé, le comparant, mais sans utiliser le ti de comparaison. Donc il s'agit d'une métaphore qui sert à rapprocher le comparé ou le métaphoriser et le comparant ou le métaphorisant. Donc ici on n'utilise pas de ti de comparaison. Et donc, pour faire une métaphore, on a recours dans cette phrase à une construction attributive. Parce que le mot diablesse, quelle est la fonction grammaticale du mot? Une diablesse, donc ce nom, il a la fonction d'attribut du sujet. Donc, le mot diablesse, qui est le métaphorisant, le comparant, a une fonction d'attribut. Donc, nous avons affaire ici à une construction attributive pour construire une métaphore. Donc nous avons le comparé, nous avons le verbe être plus le comparant. Donc cette construction, c'est ce qu'on appelle la construction attributive et ça nous permet de faire des métaphores. La troisième phrase, il a un nez à bec de perroquet. Donc nous avons affaire ici à quelle figure de style? Bien sûr, il s'agit d'une métaphore. On compare le nez d'une personne à un bec de perroquet et donc sans utiliser donc de ti de comparaison. Et comment on a construit cette métaphore? C'est grâce à un complément de nom parce que nous avons un nom et son complément. Et le complément de nom, en général, ça sert à construire des métaphores. Par exemple, je peux donner d'autres exemples. Il a des yeux d'émeraude. Donc, vous avez le mot émeraude, c'est un complément de nom. Yeux. Et ici, donc, on assimile, on compare les yeux d'une personne à une émeraude parce qu'ils ont la même couleur. Les yeux ont une couleur verte. Et l'émeraude, c'est une pierre précieuse de couleur verte. Donc, ici, vous avez le complément de nom. Ici, ça sert aussi donc, à exprimer, à faire, donc, à construire une métaphore. La quatrième phrase, c'est une phrase extraite du premier chapitre du roman Athènes, le dernier jour d'un condamné, où le condamné parle de cette idée d'être condamné à mort qui l'obsède et qui le hante. Vous avez quoi que je fasse, il est toujours là, cette pensée infernale me secouant avec ses deux mains de glace. Donc ici, vous avez affaire à quelle figure de style? Donc nous avons affaire à une personnification dans la mesure où on a attribué une caractéristique humaine, à savoir les mains, à une pensée, ça veut dire la pensée d'être condamné à mort. Donc pour exprimer la souffrance du narrateur, le narrateur qui souffre à cause de cette obsession, de cette idée qui le hante. Maintenant, on passe à la définition de ces figures de style. La comparaison, il consiste à rapprocher deux éléments pour en souligner les ressemblances ou les différences en recourant à un outil de comparaison.
ces outils de comparaison, là, ces comparatifs, ils peuvent être des comparatifs d'égalité, comme par exemple aussi que, comme, tel que, comme il peut être des comparatifs de supériorité, plus que. Je pourrais donner un exemple oralement. Par exemple, le pommier est plus haut que le cerisier. Donc, il s'agit ici d'un comparatif de supériorité. Plus que, si on veut donner un exemple avec une comparaison, avec un comparatif d'infériorité, on pourrait dire le cerisier est moins haut que le pommier. Et dans ce cas, nous avons le comparatif d'infériorité moins que qui exprime une comparaison avec un degré d'infériorité. La métaphore, c'est comme la comparaison, elle rapproche deux éléments, mais sans les relier par un outil de comparaison, comme on l'a déjà vu dans les exemples précédents. La personnification, c'est une figure où l'on prête une faculté ou une caractéristique humaine à une chose ou à un objet ou à un animal. Maintenant, on passe à la deuxième partie de notre cours, la deuxième et la dernière, bien sûr. Donc, la dernière partie de notre cours sera consacrée aux figures d'insistance et d'amplification. Qu'est-ce qu'une figure d'insistance? C'est une figure qui consiste à insister. Insister, ça veut dire mettre l'accent sur un point particulier, en répétant par exemple. Amplifier, les figures d'amplification, elles servent à amplifier, à exagérer une expression ou une idée. La première phrase, chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Donc c'est toujours le narrateur, le condamné qui parle, et qui raconte, qui parle et qui décrit ses souffrances et son obsession. Donc ici, vous avez affaire à quelle figure de style? Nous avons affaire à une gradation décroissante. Et qu'est-ce qui prouve cette dégradation? Vous avez donc le mot chaque jour, après heure, après minute. Donc, il s'agit d'une gradation décroissante. D'accord? Maintenant, on passe à la deuxième phrase. Voilà 5 semaines que je vis toujours avec cette pensée. On parle toujours de la pensée d'être condamné à mort. Toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Dans cette phrase, nous avons affaire à un parallélisme et à une anaphore. Pourquoi une anaphore? Parce que d'abord, nous avons la répétition donc de l'adverbe toujours qui se répète au début de trois parties de la phrase. Donc nous avons toujours qui se répète au début de trois parties de la phrase, en tête de trois parties de la phrase. Donc il s'agit d'une anaphore. Par la suite, nous avons affaire à un parallélisme. Et qu'est-ce qui marque ce parallélisme? Donc le parallélisme, d'abord, c'est la répétition de la même structure syntaxique qui se répète à travers trois phrases ou à travers trois énoncés. Donc nous avons l'adverbe toujours qui se répète. Voilà, voilà donc l'adverbe toujours. Par la suite, nous avons, après toujours, nous avons un adjectif. Donc un adjectif verbal, glacé, donc un participe passé donc qui joue le rôle d'un adjectif. Donc nous avons glacé, nous avons courbé dans les deux cas. Par la suite, nous avons une préposition. Nous avons ici la préposition sous, ici vous avez la préposition de. Et en fin de compte, nous avons un nom précédé d'un déterminant possessif. Donc, comme vous le voyez, nous avons la même structure qui se répète. Donc, il s'agit d'un parallélisme qui exprime une certaine symétrie. D'accord? Donc, il s'agit d'un parallélisme. Bien sûr, qui donne un rythme à la phrase. Donc, il s'agit d'une phrase rythmée parce qu'on a la même structure syntaxique qui se répète à travers deux phrases. Maintenant, on passe à la troisième phrase. Je n'écris point d'amour n'étant point amoureux. Je n'écris de beauté n'ayant belle maîtresse. Je n'écris de douceur ni prouvant que rudesse.
Donc ici, vous avez affaire à une anaphore dans la mesure où on répète des expressions au début, donc on répète des mots, donc un groupe de mots au début de plusieurs vers poétiques. Je n'écris, je n'écris, je n'écris qui se répète 3 fois. Donc il s'agit d'une anaphore. La quatrième phrase, les gai rayons du soleil traçaient ça et là la figure lumineuse des croisés, tantôt allongée sur le plancher, tantôt développée sur les tables, tantôt brisée à l'angle du mur. Donc vous voyez que les phrases soulignées qui sont écrites en couleurs différentes, ce sont des phrases qui ont la même structure syntaxique. Donc il s'agit d'un parallélisme ou d'une figure qu'on appelle le parallélisme. Donc nous avons l'adverbe tantôt dans les 3 phrases, dans les 3 parties de la phrase. Après cet adverbe, nous avons un adjectif verbal, allongé, développé, brisé. Et par la suite, nous avons la préposition à ou la préposition sur. Et à la fin, nous avons donc un groupe nominal. Donc voilà, donc on a la même structure. Il s'agit d'une figure de style qu'on appelle le parallélisme. La 5e phrase, une horrible, une sanglante, une implacable idée. On parle toujours de l'idée d'être condamné à mort. Donc nous avons ici affaire à une gradation croissante. Et la gradation, c'est une figure de style, c'est une énumération de mots, de termes, selon une intensité croissante ou décroissante. Comme on a déjà vu dans la première phrase, nous avons affaire à une gradation décroissante, alors qu'ici, dans la 5e phrase, nous avons affaire à une gradation croissante. La 6e phrase, je meurs de faim. Donc il s'agit d'une hyperbole où on exagère, on amplifie l'idée de faim. Donc une faim donc amplifiée jusqu'à la mort. Je meurs, le verbe mourir au présent. Maintenant on passe à la définition de ces différentes figures de style. Ah pardon, nous avons la 7e phrase, cette femme est plus blanche que la neige. Donc nous avons affaire à une hyperbole. Comme vous le voyez ici, donc nous avons affaire à une comparaison avec un, un comparatif de supériorité plus que, mais la comparaison ici, il est là pour exprimer et pour exprimer l'hyperbole et pour amplifier donc l'idée de blancheur en quelque sorte. Mais en réalité, on ne peut pas avoir une couleur plus blanche que celle de la neige, que la blancheur de la neige. Donc il s'agit d'une exagération ou d'une hyperbole. Maintenant, on passe aux définitions de ces différentes figures de style. On commence par la répétition. C'est une figure qui se caractérise par la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots à l'intérieur d'un même énoncé. Comme ici, nous avons la répétition du mot or qui se répète 5 fois, je pense. Le mot or, de l'or est tout, et le reste sans or n'est rien. Donc ça se répète 4 fois, donc il s'agit d'une répétition. L'anaphore elle-même, c'est une répétition, mais c'est une répétition qui consiste à répéter un mot, une expression, ça veut dire un groupe de mots, en tête de différentes phrases, en tête de propositions, en tête de vers poétiques, de plusieurs vers poétiques ou de plusieurs phrases, au moins 2 phrases ou 3. La figure de style suivante, c'est le parallélisme, qui consiste à répéter la même structure syntaxique à travers 2 phrases ou plus. La gradation, c'est une énumération de termes selon une progression dans l'intensité qui peut être une intensité croissante ou décroissante. Et nous avons ici un exemple, je me meurs, ça veut dire j'agonise, je suis dans les derniers moments de ma vie, je suis mort, ça y est, je suis mort, je suis enterré. On m'a déjà enterré. Donc, ici, il s'agit d'une gradation croissante. L'hyperbole, c'est une figure ou un procédé rhétorique qui consiste à amplifier, à exagérer une idée. Et l'hyperbole, elle est produite par plusieurs procédés. Donc, elle peut être produite ou exprimée par les pluriels, comme briller de mille feux,
par un lexique fort hyperbolique, par exemple, jusqu'au fond de nos cœurs, notre sang s'est glacé, par les superlatifs, le plus grand film de l'histoire, et aussi par des comparaisons. Cet homme est plus noir qu'un corbeau, donc la comparaison ici, il est là pour exprimer une idée d'exagération, pour exprimer l'hyperbole. Maintenant, on passe à un exercice. Arrêtez la vidéo, lisez attentivement les phrases et essayez d'identifier la figure de style ou le procédé rhétorique présent dans chaque phrase. On passe maintenant à la première phrase. Maintenant, tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. C'est une phrase tirée à partir de la tragédie moderne, Antigone. Donc ici, nous avons affaire à une métaphore dans la mesure où on compare la campagne à une carte postale, mais sans utiliser un outil de comparaison. Donc il s'agit d'une métaphore. Le jardin dormait encore, c'est beau un jardin qui ne pense pas aux hommes. Donc il s'agit d'une personnification dans la mesure où on prête une faculté humaine, à savoir la faculté de penser, que vous avez ici. Donc vous avez le verbe penser qui ne pense pas encore aux hommes. Donc on attribue cette faculté au jardin. Donc il s'agit d'une personnification. Ici, le jardin dormait encore. On pourrait dire aussi qu'il s'agit d'une personnification. Mais il ne faut pas confondre ici la personnification avec la métonymie. Lorsqu'on dit maintenant dans l'exemple, une phrase dans Antigone, si maintenant une aube livide et grise dans une maison qui dort. Lorsqu'on dit une maison qui dort, la maison dormait, il s'agit d'une métonymie du contenant. Pourquoi? Parce qu'ici, on prend la maison pour désigner ses habitants. Mais pour le jardin, on n'a pas d'habitants. Il n'y a pas d'habitants dans un jardin. Pour la maison, donc on prend la maison pour désigner ses habitants. Il s'agit d'une métonymie. On va voir cette figure de style prochainement. La troisième phrase, j'ai glissé dans la campagne sans qu'ils s'en aperçoivent. C'est toujours une personnification. Donc on attribue une faculté humaine, la faculté de s'apercevoir à la campagne. Et la quatrième phrase, il y a les gardes avec leur regard de bœuf. Il s'agit d'une métaphore. On assimile le regard des gardes à celui d'un bœuf. Donc il s'agit d'une métaphore. La cinquième phrase, c'est toujours une métaphore. On compare la vie à un livre qu'on aime, mais sans utiliser d'outils de comparaison. La vie est un livre qu'on aime. Nous avons affaire à une métaphore avec la construction attributive. Le mot livre, il vient après un verbe d'état, après le verbe être, et il a la fonction d'attribut. La sixième phrase, dite à qui devrait-elle mentir, à qui sourire, à qui se vendre, c'est toujours Antigone qui parle. Nous avons affaire à une anaphore dans la mesure où on répète l'expression acquis ou les deux mots acquis au début de plusieurs phrases. La septième, il est parti touché à mort. Le il, le pronom personnel il, ça remplace aimant. Donc il s'agit d'une hyperbole lorsque Antigone lui a fait cette déclaration de la séparation douloureuse. La huitième phrase, le feu a brûlé des arbustes, ça veut dire de petits arbres, des champs, puis la colline entière. Donc ici, il s'agit d'une gradation. Donc le feu, l'incendie, il a brûlé des arbustes, par la suite des champs entières, par la suite la colline entière. Donc il s'agit d'une gradation croissante. Les feuilles crient sous nos pas en automne. Il s'agit d'une personnification dans la mesure où on donne une caractéristique humaine, le cri, le fait de crier. On attribue cette caractéristique aux feuilles des arbres, donc il s'agit d'une personnification.
La 10e phrase, donc nous avons affaire à quelle figure de style? Nous avons affaire bien sûr à une métaphore. Donc on compare les yeux d'une femme à une émeraude parce qu'ils ont la même couleur. L'émeraude, c'est une pierre précieuse de couleur verte, ça veut dire qu'elle a des yeux verts. Il a versé un torrent de larmes, donc nous avons ici affaire à une hyperbole. Voilà donc euh, pour donc la partie première de notre exercice, la première partie de notre exercice. Maintenant, on passe aux phrases suivantes. Donc arrêtez la vidéo, lisez attentivement les phrases et essayez d'identifier la figure ou les figures présentes dans chaque phrase. On commence par la phrase numéro 12. Des trains sifflaient de temps à autre, des chiens hurlaient de temps en temps. Donc il s'agit d'un parallélisme parce que nous avons deux phrases qui ont la même structure syntaxique. La phrase 13, on dirait des chiens qui lâchent tout ce qu'ils trouvent, c'est Antigone qui parle. Donc nous avons affaire à quelle figure de style? Bien sûr, il s'agit d'une comparaison. Lorsque vous trouverez donc l'expression on dirait, donc le verbe dire au conditionnel présent, sachez bien qu'il s'agit d'une comparaison. Dans le soleil couchant, le lac devenait un rouge ainsi qu'un rubis. Un rubis, c'est une pierre précieuse, donc de couleur rouge. Donc, c'est l'image que vous avez ici en haut. Donc, c'est cette image-là. Donc, il s'agit d'un rubis. Donc, on compare le lac à un rubis parce qu'il a la même couleur. Il devenait rouge. Donc, ici, nous avons affaire à quelle figure de style? Nous avons affaire à une comparaison. Et nous avons ici l'outil de comparaison ainsi que. La phrase suivante, le soleil coquelicot géant décorait l'horizon. Qu'est-ce qu'un coquelicot? C'est une fleur de couleur rouge que vous voyez en bas à droite. Donc il s'agit d'une couleur rouge qu'on appelle, pardon, d'une fleur de couleur rouge qu'on appelle en arabe shaqa'iq nu'man. Donc ici, nous avons affaire à quelle figure de style? Bien sûr, nous avons affaire à une métaphore. Pourquoi? Parce qu'on compare le soleil à un coquelicot géant, parce qu'il a donc la même couleur d'un coquelicot, parce qu'il est rouge, on le compare à un coquelicot géant. Mais ici, sans utiliser un outil de comparaison. On n'a pas utilisé l'outil de comparaison. Ici, vous avez le comparé ou le métaphorisé, c'est le soleil, comme vous le voyez. Le soleil, c'est le métaphorisé ou le comparé. Le comparant, c'est coquelicot géant. Et ici, vous avez le mot coquelicot géant, l'expression coquelicot géant, le groupe nominal coquelicot géant qui est composé d'un nom plus un adjectif se trouve entre deux virgules qu'on peut effacer sans que le son change. Donc l'expression coquelicot géant est une expression d'un groupe nominal apposé. Donc il se trouve entre deux virgules. Donc ici, comme vous le voyez ici, ce groupe nominal, il est en apposition. Donc, pour faire une métaphore, nous avons une autre construction, c'est la construction appositive. Donc, nous avons le comparé et le comparant sont séparés par une virgule. Donc, et surtout, donc, le métaphorisant, il se trouve entre deux virgules. Il est en apposition. Donc, il s'agit d'une métaphore avec une construction appositive. La phrase numéro 16, nous avons affaire à une anaphore dans la mesure où on répète le subordonnant parce que au début de plusieurs parties de la phrase, en tête de plusieurs parties de la phrase ou en tête de plusieurs phrases. Donc il s'agit d'une anaphore. Il est vif comme l'éclair, il est rapide comme l'éclair. L'éclair, c'est une lumière vive
de la foudre. C'est ce qu'on appelle, voilà, sa'iqatul barq. Donc, il s'agit d'une hyperbole, parce qu'on exagère l'expression. Bien sûr, la comparaison ici, c'est un procédé par lequel on exprime l'hyperbole, comme on l'a déjà vu. L'avant-dernière phrase, tu, tu dis que tu aimes les fleurs et tu leur coupes la queue. Tu dis que tu aimes les chiens et tu leur mets une laisse. Une laisse, c'est un lien, c'est une corde ou un lien pour, bien sûr, attacher les animaux en quelque sorte pour les mener. Tu dis que tu aimes les oiseaux et tu les mets en cage. Donc nous avons ici des phrases qui ont la même structure syntaxique. Donc il s'agit d'un parallélisme. Mais aussi nous avons une autre figure de style. C'est l'anaphore. Nous avons l'expression ou le groupe de mots qui se répètent au début de plusieurs vers poétiques. Tu dis que tu aimes, tu dis que tu aimes, qui se répète 3 fois. Donc, il s'agit d'une anaphore. Donc, nous avons ici affaire à un parallélisme et à une anaphore. Donc, nous avons ici 2 figures de style. La dernière, je vais mourir de soif. Bien sûr, il s'agit d'une hyperbole. On exagère l'expression ou l'idée de fin. Voilà, c'est la fin de notre leçon. C'est la fin de notre leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.